Attention, attention! Ça alors, quand on réduit une voiture au 43e, cela devient une Solido. Solido, modèle réduit, modèle précis. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Solido. Aujourd'hui, nous vous proposons le 3e chapitre de nos vidéos anniversaires. Enfants ou adultes, nous avons tous eu un modèle qui nous tenait particulièrement à cœur. Chars, voitures, camions, nous rêvions devant avec la même question, mais comment a-t-il été fabriqué ? Non, ce ne sont pas les lutins du Père Noël qui s'en chargent, mais les petites mains de Solido. Cette vidéo vous présente comment étaient fabriquées les miniatures au XXe siècle dans les usines Solido. On vous laisse en compagnie des ex-employés qui vont tout vous expliquer. Alors à cette époque-là, il n'y avait pratiquement pas d'informatique, ou très très peu d'informatique, donc c'était encore du manuel. Le relevé de code d'une voiture, c'était soit chez des collectionneurs, soit dans les musées, et c'était 2 à 3 jours de travail. Et puis une bonne semaine après pour réaliser principalement le plan de carrosserie. Donc c'était relevé au fil à plomb, au mètre, au niveau, à 2 voire 3 personnes selon les voitures. On prenait une voiture dans toute sa longueur, imaginez des bandes de scotch tous les 20 cm, dans l'autre sens des points tous les 20 cm, et à l'aide d'un fil à plomb, d'un mètre, etc., on prenait les codes par rapport à un point de référence, qui était souvent l'axe de la voiture, qui était tout le temps l'axe de la voiture. Donc ça, ce travail, c'était 2-3 jours de travail. Et le plus délicat, c'était de retranscrire après ça sur le papier. Retracer une carrosserie, c'était une quarantaine d'heures de travail à peu près, quoi. Et à partir de là, on pouvait commencer à travailler sur la miniature au même titre que ça doit vous arriver actuellement, mais ça arrive sous forme de fichier. Lorsqu'on travaillait pour un constructeur, le constructeur nous donnait ce plan. Mais quand on partait d'une voiture ancienne, une Bugatti, la Bugatti Royale par exemple, on l'a relevée au musée Schlumpf à Mulhouse. On s'est déplacé au musée et on a passé 3 jours là-bas. Mais c'était un travail agréable, fastidieux mais agréable. La seconde étape, donc, ça a été la digitalisation. Donc là, on créait pas suffisamment de modèles à l'époque pour investir, nous, dans le matériel de digitalisation. Donc on faisait appel à une société extérieure qui s'était spécialisée, qui se déplaçait. C'est-à-dire avec un grand bras articulé qui venait chercher les différents points sur la voiture. Donc il y avait d'abord une préparation, mais il y avait quand même une bonne journée de travail. L'avantage, c'est que le plan, le soir, le nuage de points, on l'avait, quoi. Il n'y avait plus à le retranscrire. Donc on traçait, ce que je disais, on traçait les plans, principalement le plan de carrosserie, et ensuite on faisait tous les détails. Et après, on avait besoin de maquettistes. Donc c'était des sculpteurs en fait qui travaillaient dans une matière qu'on appelait l'armodure, c'est une sorte de PVC. Quand les maquettes étaient faites ici, le maquettiste ne travaillait que sur photo. La forme, c'est lui qui l'a donnée selon les... C'est pour ça qu'il lui fallait 50 000 photos à l'époque, et on n'avait pas de portable pour prendre les photos. Et le maquettiste faisait tout à la main. C'était artistique. Alors la première solution que j'ai connue, c'était carrément de la gravure. D'ailleurs, les maquettistes étaient d'anciens graveurs. Il y avait un chef d'atelier à l'époque qui avait sa spécialité, c'était la gravure des pistolets, parce qu'il y a eu des pistolets chez Solido, il faisait les têtes de cheval, c'était artistique. Jusque dans les années 90, c'était vraiment du manuel. On travaillait au ciseau, quoi. La première bougie, je vous dis, était faite, et puis d'autres modèles après, les premiers modèles de la série H d'or ont été faits, puis pas spécialement H d'or, je crois qu'il y avait les IR16 aussi, il y a plein de voitures qui ont été faites dans les années 50-60. Burin, marteau. À l'époque, on recevait des blocs d'acier, tout rouillés, et on en faisait des moules. Donc, il y avait des personnes qui rabotaient, qui mettaient en forme ce qu'on appelle la carcasse. On préparait les moules pour après les moulistes. On faisait une maquette à l'échelle 2 du 43e qu'on réduisait après à l'aide de pantographes. Un pantographe, c'est un appareil, vous avez 2 poignées, vous avez d'un côté vous avez le modèle à reproduire, et sur l'autre table, vous avez le modèle que vous voulez faire. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est des bras articulés avec des courroies.
Et lorsque vous preniez la partie gauche pour graver, eh ben, ça suivait la partie droite. Et vous aviez exactement la même forme. Donc moi j'ai connu cette partie pantographe, et j'en ai fait d'ailleurs des pantographes aussi. Alors après est venue l'électroérosion. Vous faites sur un électrode en cuivre, bon maintenant on peut le faire dans du graphite aussi, soit dans du graphite, soit dans du cuivre. Et vous faites la forme de ce que vous voulez, et puis vous le mettez dans une machine avec un bain d'huile, avec des portes fermées, qui est rempli d'huile, et c'est l'électroérosion, ça creuse la matière. Alors c'est très long, hein. Ça peut prendre une matinée pour faire ça de la voiture, hein. On érode de la matière pour faire la forme désirée, quoi. On ne peut pas sortir la voiture d'un bloc. La voiture, elle sort d'un bloc, si, mais tout ce qui est pare-choc, tout ça, tous ces accessoires, le châssis, va sortir autrement. Donc vous avez la carrosserie qui sort d'un bloc et le châssis qui sort d'un bloc. Donc ça va faire déjà deux moules. Puis après, vous avez un moule qui va prendre plusieurs accessoires, comme les pare-chocs, les phares, les rétros quand il y en a. Ça, c'est encore un autre moule. Donc pour faire une voiture, il faut plusieurs moules. Mais un moule, c'est énorme, ça pèse ça peut plus de 100 kg, hein, un moule, hein, c'est énorme. Bon, la main-d'œuvre c'était important, mais le coût matière de la voiture miniature, oui, c'était quand même le Zamac. Et puis après, effectivement, tout ce qui était packaging, ça avait aussi un coût, puisqu'on essayait d'avoir des packaging différents pour chaque type de gamme que nous avions. Je suis allée chez des cartonniers lors des créations des packaging. Lorsqu'on fait des cartonnages, lorsqu'on passe une couleur, deux couleurs, quatre couleurs, cinq couleurs, on peut éventuellement distinguer le logo et faire des packaging qui soient communs à toutes les gammes, mais ensuite après faire du repiquage ou faire des choses comme ça au niveau des packaging. Effectivement, c'était aussi un coût assez important dans ce que représentait le coût de la miniature. En injection Zamac, hein, ça allait on avait des machines 10 tonnes jusqu'à des machines qui pouvaient injecter jusqu'à 125 tonnes. C'est-à-dire que ça dépendait de la pièce qu'on devait injecter. C'est pour ça qu'il y avait voilà. Donc en injection, on avait en injection Zamac, il devait y avoir une dizaine de machines en injection. On ne travaillait pas le Zamac, on le coule, on le met dans la presse et puis ça fond et puis voilà. On ne travaille pas, parce que c'est après, le seul travail qui est fait, c'est le travail des bavurages qui est fait dans les vibreurs. Bien après, il y a eu des tonneaux, mais à l'époque, on fraisait toutes les voitures, le tour des pare-chocs, partout, si on voyait, ou à la lime aussi. Il y avait un socle en bois, on mettait notre voiture comme ça dessus, puis on limait. S'il y avait un petit truc qui dépassait, avant d'épeindre, il fallait que ça soit parfait, qu'il n'y ait pas du tout de traces de rien du tout. Et la lime, il ne fallait surtout pas appuyer trop fort, il ne fallait pas qu'on voit de traces de lime quand ça avait été peint. Par contre, à Oulin, oui, par exemple, on ne fraisait plus les petites voitures, on mettait ça dans des tonneaux avec des galets qui tournaient. Les bavurages étaient faits en très beau finition. C'était des énormes bols, je crois que j'ai vu tout à l'heure, elle a montré des photos, des énormes bols dans lesquels on mettait toutes les voitures en Zamac, sorties de fonderie, puis elles étaient mélangées avec des cailloux, exprès abrasifs, qui enlevaient toutes les bavures. Ça faisait un bruit infernal, mais bon, c'était avec de l'eau, des galets, selon la grosseur des galets, selon les pièces qu'on mettait dedans. La machine à peinture, elle a été... Quand je suis rentrée en 76, c'était une toute petite machine. Alors, vous dire, c'est pareil, je crois que c'est au moment de Majorette Solido où ils ont refait une très très grosse machine, une grande cabine à peinture, où il y avait plusieurs robots, des robots qui injectaient sur on appelait ça des balancelles. Donc les gens mettaient les pièces sur les balancelles et puis ça passait dans un tunnel et voilà. En métallisation, pareil, on avait une machine à métalliser où là c'était des cadres, on mettait des pièces sur les cadres. Donc les machines étaient quand même assez modernes par rapport à notre métier, je pense que oui. L'usine était quand même assez moderne. Une chaîne, c'est un tapis roulant.
Vous aviez par exemple, je vais dire, on était 10 dessus, mais souvent c'était entre 10 et 15. Alors vous aviez une personne ici qui prenait le châssis, qui mettait les 4 roues, qui le mettait sur le tapis. L'autre qui était sur le côté reprenait la pièce pour rajouter la carrosserie. L'autre qui mettait les sièges, l'autre qui mettait une qui sertissait sous le châssis. L'autre qui rajoutait des décalcomanies, c'était mis, et puis souvent je me suis trouvé moi à la fin, il y avait une qui contrôlait pièce par pièce, regardez s'il n'y avait pas de défaut, abîmé, l'autre à côté qui mettait dans des boîtes directement, et puis nous après on mettait dans les cartons comme ça, et puis on avait des grands cartons où on en mettait, dans ces boîtes là on en mettait 12, donc on les mettait, on les emballait tout de suite, qu'il n'y ait pas de poussière, qu'ils ne traînent pas, ni rien du tout. Donc il fallait que les 12 ou 15 personnes, sitôt que vous aviez fait votre rôle, vous à vous par exemple, de mettre les 4 roues sur le châssis, vous leur mettiez sur le tapis, l'autre derrière elle le prenait pour rajouter d'autres pièces et ça descendait comme ça jusqu'au bout. La cadence, vous aviez le tapis roulant, il y avait une manette et notre chef d'équipe, si vous aviez, je vais dire, 50 secondes pour faire la voiture, il réglait la manette à la cadence qu'il fallait, puis vous deviez obligé de suivre. Les chaînes, c'était... Moi, j'ai connu à Ivry, quand ils ont lancé la première chaîne, il n'y avait qu'une. Donc, il y avait en moyenne 6-8 filles, ça dépendait. Mais bon, ça allait. Après, là, à Oulin, on était, je sais pas, 5, 6, 7, 8 chaînes. Donc, il y avait les chars, il y avait les petites voitures, il y avait des camions, il y avait les pompiers, il y avait un peu de tout. Ça dépendait des commandes, quoi. J'ai fini, j'étais responsable du secteur... de tout ce qui était le secteur machine automatique. Alors ça comprend la topographie. Qu'est-ce que la topographie, si je peux me permettre? C'est lorsque vous avez des voitures, vous voulez mettre des couleurs sur les voitures. Vous voulez mettre une bande jaune ou une bande rouge. Sur une voiture de rallye, par exemple, vous voulez mettre une bande bleue. C'est une topographie qui fait ça. C'est une machine avec un tampon en silicone qui vient prendre l'empreinte de ce que vous voulez imprimer sur la voiture, qui se déplace et qui vient le déposer sur la voiture. Ce qui a apporté beaucoup de choses au produit, c'est la topographie. Ça a été on était dans les premiers à utiliser cette technologie qui permettait d'apporter ces détails qui nous manquaient. Que ce soit une voiture civile ou une voiture de rallye, on abandonnait le décalcomanie. Décalcomanie qu'on ne posait pas. À l'époque, on mettait une planche de décalcomanie dans la boîte. Donc la voiture était, si on prend une BMW Jackmaster, elle était orange. Et elle n'était pas très vendeuse. Et puis derrière, il y avait une planche de décalcomanie imposée par le client qui n'y arrivait souvent pas et ça donnait un mauvais résultat. Donc là, on n'a pas vraiment franchi une étape en pouvant fournir une voiture complètement décorée. Ça, c'était un point très important. Il y avait des machines qui imprimaient les pare-brises, l'entourage des pare-brises pour faire couleur argent. Vous avez le pare-brise et tout l'entourage du pare-brise, il est métallisé. Alors en fait, c'était un rouleau de, c'est pas du métal, c'est de matière métallisée qui passait au-dessus du pare-brise, on posait sur la machine. C'était fait manuellement, c'était un par un. Une personne qui prenait le pare-brise, qui le mettait dans l'empreinte, la machine passait, elle appuyait sur un bouton, boum, ça appuyait, ça laissait une empreinte d'aluminium, enfin de style aluminium. Donc là, il y a marqué H d'or Solido, j'ai pas mis de lunettes, H d'or Solido. Ça, c'était imprimé or. Et vous aviez ici, sur la partie en biais, le nom de la voiture, du véhicule. Après, donc, on m'a expliqué que tous ces modèles étaient mis en carton, soit assemblés directement à l'usine, ou plutôt tout autour d'Oulin, des personnes, un peu comme l'exemple de Majorette, qui était cité notamment dans les écoles de commerce, où ils fabriquaient donc toutes les pièces et les personnes étaient chargées après de les assembler à leur domicile. Elles pouvaient le faire comme elles voulaient, donc ça pouvait ouvrir des possibilités à des personnes qui avaient des enfants ou autres. C'était très intéressant de développer tout ce tissu, je dirais, d'emploi autour d'Oulin. Au milieu des années 80, un plan social où il a été proposé à principalement des femmes de travailler chez elles. Donc là, c'est la grosse période TAD. Ça, c'est après le rachat de Majorette. Il y a eu une partie TAD, donc des femmes ex-salariées de Solido qui travaillaient pour faire du montage. Et puis, surtout, la période où on faisait tout ce qui était montage en prison. On avait 3 prisons qui travaillaient pour Solido. Ce qui a permis aussi à Solido de continuer à produire en France très longtemps, puisque les coûts salariaux en prison sont bien sûr bien moins élevés
que les coûts traditionnels. Alors on avait, nous, du personnel en prison, c'est-à-dire dans chaque prison, il y avait un chef d'atelier qui était un salarié de Solido, il allait en prison tous les matins. Et puis il y avait des ateliers, oui, bien sûr, ils font ce qu'on appelle le pécule. Hein. C'est pas une obligation pour les prisonniers de travailler, mais la plupart travaillent pour avoir un petit pécule ou pour le quotidien, quoi, pour pouvoir améliorer l'ordinaire, on va dire. Alors on faisait une sélection de produits. Hein, tous les produits les plus complexes allaient plutôt chez les TAD, parce qu'on savait qu'on allait avoir un travail de plus suivi et de meilleure qualité. Et les modèles un peu basiques allaient plutôt en prison. Parce que oui, c'était pas mal manuel, oui. Sauf, c'est pour ça qu'ils ont créé ce secteur de fabrication de machines spéciales. Alors c'était principalement pour tout ce qui est roues et essieux. Machines Solido pour voitures Solido. Parce que les machines que l'on fabriquait, c'était nous qui faisions la maintenance. Pour tout ce qui était moule thermoformé, on allait les essayer chez une entreprise à Nantilly qui faisait des chevilles. Le nom de l'entreprise m'échappe, je ne sais même pas si elle existe encore. Et ils fabriquaient des chevilles, ils avaient une machine à thermoformer et on allait essayer de moule là-bas. Donc je sais, on peut appeler ça un sous-traitant, mais sinon oui, il y avait des sous-traitants qui fabriquaient aussi la fabrication de moules aussi, hein, qui en faisaient des moules. Hein. Au tout début, les moules de thermoformage étaient faits à l'extérieur. Il fallait coudre toutes les pièces détachées sur un carton avec du raffia. Et ça servait pour mettre dans les coffrets. Alors on nous donnait tous les éléments, toutes les pièces. On nous donnait les cartons avec des trous. On nous donnait une distance, ça dépendait 1 mètre ou 1,20 m ou de raffia. Et avec une grande aiguille, vous vous débrouillez, il y avait un ordre à respecter, parce que sinon, arrivé au bout, vous n'aviez pas assez de ficelle. Et il y avait d'autres personnes qui mettaient ça dans des boîtes en carton jaune, des grandes boîtes qui servaient, ce qu'on appelle les boîtes juniors, qu'on appelait ça. Il y avait des caravanes, il y avait des scooters, on a fait des avions, on a fait des hélicoptères, on a fait tout ça, c'était... Si vous prenez tout ce qui est char à chenilles, avec les chenilles articulées, ce qui est quand même un sacré challenge, c'est une personne, c'est un comment on dit ça, un brevet Solido. Et ça sortait directement, la chenille sortait telle quelle du moule. Et c'était une prouesse technique, hein, comme fallait y penser. Hein. Et c'est M. René Bruyère qui avait inventé ce système-là, qui travaillait chez Solido d'ailleurs. C'était un petit peu la grosse tête de chez Solido. C'est lui qui a mis en place ce système ce service de machines spéciales, et c'est lui qui a créé les machines. Il les créé sur plan. Et nous, après, on les fabriquait. C'était une grosse tête. C'est lui un peu qui a mis aussi l'informatique chez Solido. D'ailleurs, vous voulez une anecdote marrante, c'était que quand il était plus jeune, René Bruyère, sa mère travaillait là-bas aussi, et puis elle lui a amené son casse-croûte, puis il dit devant tout le monde, mais ça la fout mal, sa mère qui amène le casse-croûte. Tu manges bien, hein, tu fais bien attention à toi. C'était marrant, c'était comique. Le contrôle qualité, c'était à chaque fin de chaîne, il y avait 2 personnes, une qui contrôlait, l'autre qui emballait, qui mettait dans la boîte, mais qui jetait aussi un petit coup d'œil de voir si des fois, à chaque chaîne, à la finale, chaque pièce était contrôlée par une personne, une par une. La peinture, fallait pas qu'il y ait de traces, fallait pas que les pare-brises soient rayés, fallait pas que les pneus, fallait qu'ils soient bien finis, qu'il n'y ait pas de traces de rien du tout. Et sinon, ils étaient mis de côté, oui, au rebut. Hein. Ils étaient démontés et puis ils récupéraient tout au moins les carrosseries pour les refondre. Et puis des fois, il y avait des pièces qu'on pouvait récupérer. Par contre, les pare-brises et tout ça, non, parce que ça se rayait facilement. Et maintenant, comment fabrique-t-on une miniature Solido en 2022 ? La réponse avec Clément Rouvière, notre chef de projet. Nous, pour développer une miniature, on pratique le rétro-engineering, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'on utilise un scanner 3D. C'est une technique qu'avait déjà expérimenté la marque automobile. Et donc nous, on l'applique chez Solido systématiquement depuis qu'on a repris. On va rescanner un vrai véhicule pour obtenir sa forme en 3D. Ça nous permet de confirmer vraiment la forme. On peut toujours à tout moment superposer le 3D de la voiture et le 3D de la miniature. Une fois qu'on a ça, donc on va avoir nos équipes qui sont au Bangladesh, qui vont dessiner la voiture en respectant les normes, c'est-à-dire qu'on envoie avec un dossier coté sur les tailles les tailles de jantes, l'emplacement des freins, est-ce que les freins à disque à l'avant ils sont orientés à l'avant, est-ce qu'ils sont orientés à l'arrière. On va avoir tout un tas d'informations qui vont être là-dedans. Avec ça, on va
on va réaliser ce 3D. Ce 3D, après, on rentre dans une phase de ping-pong. En fait, c'est un échange entre l'ingénieur et nous. Il nous envoie un 3D, on regarde, on vérifie sous toutes les coutures pour produire à la fin un 3D qui nous satisfait. Sur les modèles qui ont plus de 25 ans, qui sont plus protégés, en général, on envoie le moule directement en fabrication. Mais sur une voiture plus récente, tout à l'heure je parlais de la Giulia, sur une voiture plus récente, on la soumet aux équipes du design qui vont contrôler. Et une fois que c'est fait, à ce moment-là, on peut passer en production, on peut lancer la fabrication du moule. Quand on a approuvé le 3D de la voiture, on va lancer en fabrication le moule. Donc moule ABS, donc pour toutes les parties plastiques, le moule Zamac pour toute la carrosserie de la voiture. Et ensuite, on a deux petits moules. On a le moule TP pour tout ce qui est pneus et le moule de GP pour tout ce qui est vitrage translucide, les lentilles de phare, etc. Donc on lance tous ces moules-là. Ça prend entre 2 et 3 mois selon la difficulté. Et à l'issue de ça, on va sortir ce qu'on appelle le first shot. Le first shot, c'est un premier essai d'assemblage de la voiture. On va tester le moule, c'est là qu'on va voir si les portes ferment pas. On va vraiment à ce moment-là débugger le moule. Toutes les carrosseries, une fois qu'elles sont sorties de la presse, elles sont ébarbées, nettoyées. On polit pour enlever les traces de jonction entre les côtés du moule, puisque le moule est composé de plusieurs parties, il faut gommer ça. Et donc toutes ces carrosseries, une fois qu'elles sont gommées, limées, apprêtées, elles partent accrochées sur des espèces d'arbres dans une chaîne automatisée qui va les peindre. Mais en parallèle de ça, on envoie la décoration de la voiture, on prépare un échantillon de la voiture comme on aimerait qu'elle sorte en magasin, et c'est cet échantillon de référence qu'on va soumettre aux licences et qu'on va aussi utiliser à l'usine. C'est-à-dire qu'au bout de chaque chaîne de production, il y a un échantillon qui permet à toutes les personnes de l'usine de revenir dessus et de se dire non, effectivement, le dessus du phare il est bien rouge comme la carrosserie. En cas de doute, on peut toujours revenir sur cet échantillon de référence que j'ai approuvé. Sur certaines Solido, pour des petites productions, on a eu de la peinture à la main. Ça arrive, on mixe, ou pour les peintures très pailletées, pour lesquelles la peinture automatique est pas top. Donc ensuite, une fois que toutes les carrosseries sont prêtes, on procède à l'assemblage. D'abord, on assemble le châssis avec les pièces d'intérieur, on applique toutes les décorations, puis on fusionne les deux, et ensuite on applique les décorations extérieures. C'est un travail de fou avec tous les décalcos à poser. Ensuite, une fois que c'est fait, on passe au contrôle qualité. On vérifie qu'elles sont conformes au modèle, puis on les emballe.